Bienvenue chez Caribe. On est très heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir Romain Verger et Zoé Balthus comme libraires d'un soir. La première fois que j'ai entendu Romain, c'était pour une soirée avec Idam Éditeur, il y a un peu plus d'un an, en février 2013, où Romain nous avait parlé avec talent du roman de Pierre Terzian, du très beau roman de Pierre Terzian, Crevasse. Et donc à la suite de cette rencontre, j'ai découvert avec beaucoup de bonheur l'univers littéraire de Romain, à travers de ces 4 romans, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc un univers très sombre, très poétique, toujours à la lisière du fantastique, même quand on est dans des situations quotidiennes. Voilà, et donc on dira quelques mots des romans. Et puis de fil en aiguille, j'ai été amenée à découvrir les textes de Zoé Balthus. Et c'est ça le bonheur de Caribe, je trouve, c'est ces rencontres à la fois humaines et littéraires. Et donc Zoé est une femme aux talents multiples. J'en ai découvert un nouveau ce soir qui est son talent culinaire. Donc journaliste, voyageuse, passionnée d'art, de poésie, de littérature. Et donc écrit des chroniques, des critiques littéraires, des poésies, à la fois sur son blog, sur l'Anagnos comme Romain. Donc bienvenue à vous, merci de vous prêter à cet exercice et c'est à vous. C'est à moi donc. Oui. Alors ce soir je vais commencer par vous parler de L'Écrouloir, c'est de Nicolas Rosier. C'est un livre que j'ai choisi parce que il allie justement, comme tu le disais Marianne, à la fois le dessin que j'aime et la poésie que j'aime, et c'est un auteur que j'aime qui est d'ailleurs parmi nous, donc voilà, j'avais envie d'en parler. C'est une prose poétique ou de la poésie en prose. C'est en tout cas un très beau texte, et donc c'est L'Écrouloir, il y a un sous-titre évidemment. Je ne suis pas une oratrice, hein, c'est pas mon truc, moi c'est l'écriture. L'Écrouloir, il y a un sous-titre, c'est un dessin d'Antonin Artaud, donc c'est la couverture, et c'est ce magnifique dessin qui inspire à Nicolas donc sa prose, sa poésie, sa réflexion, et c'est un magnifique exercice d'admiration, je crois, je pense, il le dit, un magnifique exercice d'admiration. C'est aussi un superbe hommage au dessin, à l'art du dessin. J'en ai des frissons parce que c'est vraiment très beau. Et je vais vous en lire un passage. Je peux m'asseoir? Oui, parce que en fait, c'est bon, on connaît Antonin Artaud, c'est un homme formidable artiste, un grand artiste très torturé, qu'on connaît malheureusement bien souvent que par sa folie. C'est une caricature, et j'ai l'impression que tu as voulu en fait le réhabiliter. Ce n'est pas qu'une caricature. Antonin Artaud, c'est bien au-delà de ça. C'est un grand artiste, et il était très complet, et il se battait. Je suis très sensible, évidemment, non, mais très sensible aussi à ce qu'on peut ressentir de la folie, de ce qu'on fait de la folie, et ce qu'on a fait de l'image d'Antonin Artaud, comme toi, souvent me blesse. Et c'est pour ça que je trouve que c'était donc un autoportrait, et c'est un face-à-face entre... Nicolas est poète et peintre aussi, et c'est un face-à-face entre deux hommes. C'est presque un miroir, je dirais. Donc c'est très émouvant, c'est très sensible. Je vais commencer par vous lire le texte que j'ai choisi, le passage du texte que j'ai choisi. Si l'électrochoc, la privation, l'isolement sont pour beaucoup dans la misère de son dernier visage,
Artaud n'a pas laissé faire, n'a pas entièrement abandonné au sort la torture de ses traits. Le visage qu'on lui connaît trop bien, celui du retour à Paris, accuse tellement la psychiatrie qu'on ne peut plus le voir sans elle. C'est encore donner aux indignités une attention qu'elles ne méritent pas. Car si l'on regarde bien ce visage sans l'enfouir sous son histoire terrible, on verra qu'il s'est surtout arc-bouté sur sa prise inestimable. Presque toute la face semble s'être donnée aux ennemis pour se sauver les yeux, pour les retrancher sur leur cœur impensable. C'est intraduisible de vie tenace. Artaud donne visage au soldat démembré qui poursuit de rage sur ses moignons. Le rhumatisme artisan de l'objet fidèle, le visage d'Artaud en a la torsion enflée. Le front dégagé n'aplanit rien, le ton hauturier joue dans la brise, chaque brin d'herbe semble effiler à l'unisson d'un ciel de château. Comme sur cette photo, l'autoportrait flamboie, le râle libre dont les vivants et les morts s'accordent à jamais. Arrivé à 50 ans, Artaud entre au centre perdu de ses yeux de jeunesse pour y rester. Il y a jeunesse, mais comme l'angle de taille d'une pierre millénaire, comme un tabernacle d'horizon où poser la tête. La tête en bélier, Artaud avance tel qu'il voyait lui-même avancer Van Gogh dans ses toiles, de toute la force des retours, une ruée de torchis faciale à la gloire des yeux, mais aussi la statue d'insomnie à la fenêtre des peintres au départ, l'homme des hautes herbes, l'aura humaine d'une anatomie creusée au-delà des côtes qui saillent à vide, le regard en morceaux dont les deux yeux tendent le clair ébloui, et la chemise bouffante du présage fantomatique. La tête en avance et le tir humain, en quoi le plus réussi des tableaux labourés n'attendra jamais le dessin qui est d'un visage de tous les jours, en quoi les quelques bâtons dessinés de la moindre figure éclabousseront toujours de pauvreté l'essentiel, l'astuce lilliputienne, C'est elle la bonne tête dont le cœur crie comme après sa mère. Voilà, enfin je l'ai peut-être mal lu, mais c'est de cette teneur-là tout au long, c'est vraiment superbe. J'ai pensé aussi à un camarade, un soldat. Je pense que c'est ce passage-là, mais je me suis dit que tu étais un camarade au combat. Voilà. Voilà pour ce livre. Merci beaucoup. Alors, je vais enchaîner avec un texte d'une toute autre tonalité. Il s'agit de Voyage chez les Zénus de Jacob Lind. C'est un texte qui est paru en 1982 en anglais. Alors c'est un auteur qui est autrichien, qui est né en 1927 et que moi j'ai découvert il y a peut-être 4-5 ans, et j'ai lu un certain nombre de ses textes qui m'ont vraiment beaucoup impressionné. C'est un auteur qui, pour le resituer, qui est d'origine juive et qui, dans ses textes, réfère souvent à son expérience de cette part sombre du XXe siècle. Dans plusieurs de ses romans, il y en a de très beaux comme Une âme de bois ou Paysage en béton. Dans Paysage en béton, on a le récit d'un sous-officier allemand qui a perdu son régiment et qui va traverser l'Europe, une Europe hallucinée, pour rejoindre son régiment. Ce sont de très beaux textes. Il y en a un très beau aussi, c'est son autobiographie qui s'appelle La peur est ma racine, dans lequel il revient sur finalement son histoire qui est peu commune, dans la mesure où effectivement on le voit comme ça passer de Hollande en Israël, puis s'installer dans les années 50 en Angleterre justement pour essayer de fuir la barbarie nazie. Alors, le texte que je vais vous présenter est d'une toute autre tonalité et ne ressemble finalement à aucune autre œuvre de Jacob Lind. Il s'agit d'un texte vraiment curieux qui pourrait rappeler les récits d'ethnographie du XVIe siècle ou comme chez Jean de Léry par exemple dans l'histoire d'un voyage en terre de Brésil où on découvre voilà de nouvelles peuplades et on va les inventorier, on va les décrire, on va essayer de les comprendre et d'apprécier leur singularité.
Ici, alors c'est donc il joue de ça parce que c'est un texte dans lequel il y a énormément de notes. Alors je vais commencer peut-être par vous résumer un petit peu le début de cette histoire. C'est un homme qui est écrivain qui va profiter d'une promotion pour du tourisme social, qui va s'embarquer sur un bateau pour la Malaisie et ce bateau va s'échouer et le conduire sur une île qui est l'île des Énus, donc peuplée par des hommes, des créatures très étranges qui sont mi-hommes, mi-oiseaux. Alors d'abord, le récit du voyage, de la traversée en mer est absolument épique et vraiment extrêmement drôle. C'est un texte très drôle, hein, l'ensemble est très drôle. Drôle pourquoi? Eh bien parce que il s'embarque sur ce bateau et va découvrir que d'une part le capitaine et le second ont un lourd passé derrière eux. L'un a assassiné toute sa famille, l'autre est aussi un tueur sadique. Que sur ce bateau les rôles s'inversent. On est dans une sorte de voyage un peu carnavalesque où l'équipage se la coule douce pendant que les passagers eux doivent travailler, nourrir tout le monde et nettoyer le pont. Et les portions vont diminuer les unes après les autres. Ils vont être affamés, puis tout va dégénérer jusqu'à ce que le bateau coule, hein, et que ce personnage-là se retrouve sur cette île. Alors, comme tous les récits de ce type-là, comme on le voit, donc comme je vous disais chez Léry, mais même plus chez Montesquieu et chez d'autres, Jakovlin va s'intéresser, va nous décrire les mœurs étranges et les particularités tout à fait singulières de ces Énus, qui sont donc mi-hommes, mi-oiseaux. En fait, chacun porte sur sa tête une sorte de surmoi à plumes, qui est un oiseau, et les oiseaux sont leurs maîtres. Leurs enfants, les enfants, en fait, c'est une culture qui est exclusivement orale. Les enfants sont opérés à la naissance pour justement parler une langue qui se rapproche de la langue des oiseaux, de la communication des oiseaux. Donc ils se font manger la langue, dévorer la langue par c'est une sorte de mythe de Prométhée revu. Ils se font dévorer la langue par des oiseaux jusqu'à ce qu'elle disparaisse et qu'ils ne puissent plus pousser que des cris d'oiseaux. Alors, il arrive, ce personnage-là se retrouve sur cette île-là, est confronté à ces créatures-là, qui ne sont pas particulièrement accueillantes, notamment le roi des Énus, parce que c'est une peuplade qui a sa hiérarchie, avec différentes classes, les Poukas et d'autres, et qui fait tout pour le renvoyer d'où il vient, et le soumettre à un certain nombre d'épreuves difficiles. Et ce qui est très drôle, c'est effectivement les échanges de cet homme avec ces Énus et leurs échanges sur leurs coutumes. On trouve dans ce texte-là une réflexion. Alors bon, Jakovlin a émigré en Angleterre et s'est installé jusqu'à la fin de ses jours en Angleterre dans les années 50. Ce texte est tardif puisqu'il est de 1982 et on voit, j'imagine que il y a chez lui dans ce texte-là aussi une réflexion sur la question du statut d'apatride, de l'accueil réservé aux étrangers, des questions de la naturalisation, de l'assimilation, et on les retrouve dans ce texte-là de façon assez comique et ironique, puisque on demande à cet homme de surmonter un nombre d'épreuves absolument incroyables qui lui permettraient de se faire naturaliser, mais on comprend bien que il serait mort avant d'avoir pu toutes les surmonter. Donc je vais vous lire un extrait, deux extraits courts, qui reflètent bien l'esprit de ce roman. Alors là, en fait, on a le récit les Énus auraient été, bien sûr, tout ça est faux, mais Jakovlin joue avec l'authentification en permanence pour nous faire croire que ces Énus ont existé. Donc, il introduit, comme vous allez voir dans l'extrait, des personnages authentiques. Et donc là, en fait, on a le récit d'un couple d'Anglais qui se seraient eux-mêmes échoués sur l'île des Énus et qui auraient fait un séjour. Les Pukas, qui forment l'actuelle classe dirigeante des Énus, étaient le produit, sinon les participants directs, des événements remarquables de 1937. Au printemps de cette année-là, Peter et Evelyn Wynne Morgan, les deux jeunes mariés, fleurons de la haute société londonienne, s'écrasèrent avec leur avion Hawker Siddeley sur l'île des Énus au cours de leur tour du monde.
Ce jeune couple prestigieux faisait partie d'un groupe de célébrités et de paladins de la littérature. Ils avaient pour amis Middleton Murray, Bertrand Russell, Maynard Keynes, etc. et les Américains Hemingway, Steinbeck, Faulkner et Wilson. Et naturellement, les deux Lawrence, D.H. et Frida. Au début, ce furent seulement les modes d'expression linguistique de leurs nouvelles idoles que les jeunes Turcs locaux copièrent avec une rare confiance dans le pouvoir magique des mots anglais, dont les sonorités les impressionnaient. Mais au fur et à mesure qu'ils prenaient goût à ces friandises anglaises, leur appétit s'accrut et les Win Morgan durent bientôt faire face à l'impatience croissante de leur entourage. Perpétuellement mécontents, les indigènes se montraient pleins d'ardeur maintenant qu'ils avaient trouvé un nouveau langage grâce auquel ils pouvaient exprimer leurs doléances. Les Win Morgan avaient emporté avec eux un exemplaire d'Amant et Fils, qui devint le régime littéraire hebdomadaire des Zénus. Les Win Morgan le leur lurent alors à tour de rôle. Ils l'avaient déjà lu une douzaine de fois quand le chef-d'œuvre de Lawrence disparut brusquement. Il avait été volé sous le matelas de Peter Win Morgan pendant son sommeil, pour réapparaître à demi digéré dans les excréments de ceux qui avaient été les plus avides d'apprendre la nouvelle langue. Après la disparition puis la consommation du livre, ce fut pire encore. Craignant les conséquences que pouvait avoir sur leurs disciples le fait d'être privés de leur langue habituelle, Peter et Evelyn leur enseignèrent toutes les sortes d'anglais imaginables. Pas seulement l'anglais quotidien de Bloomsbury, de Kensington ou du Foreign Office et de la BBC, mais le cockney et l'anglais du Nord, les dialectes gallois et écossais, l'australien et le néo-zélandais. Ils leur apprirent toutes les comptines, chansons d'enfants, tous les mots connus et petits poèmes humoristiques auxquels ils pouvaient penser. Ils les amusèrent avec une interprétation libre d'Alice au pays des merveilles et du Hibou et le chaton. Ils leur apprirent tout ce qu'ils savaient d'irlandais, d'américain et de volapük. Ils les dotèrent d'un vocabulaire de troufion, riche en franches obscénités. 2 générations après, les résultats étaient encore étonnants. Les Win Morgan devaient légitimement devenir victimes de leur propre effervescence linguistique. Pour enrichir encore davantage leur vocabulaire, les Zénus en vinrent à décider, sans grand enthousiasme, de connaître le beau couple en chair et en os, puis de les connaître réincarnés en compagnons silencieux, grillant ensuite leurs restes sur des cendres chaudes et les engloutissant avec une détermination gloutonne jamais égalée chez les sauvages eux-mêmes. Et puis un autre extrait court qui se situe une page plus loin. En fait, il est question ici d'une altercation entre l'un des chefs d'un groupe Ainu ce groupe s'appelle les Smansava, c'est la contraction de comment ça va, avec le narrateur. La couleur rouge sang de son plumage lui conférait une autorité tranquille. Son mutisme contrastait avec la volubilité de son propriétaire. Ma seule défense était la contre-attaque immédiate. « Vous m'avez appelé salaud d'étranger » criai-je. « Espèce de babouin bigleux !»« Oui » hurla-t-il encore plus fort qu'avant, et il fit 2 pas vers moi. Avisant les interstices entre ses dents, je me vis perdant un bras dans un hachoir à viande. Je fis un effort pour ne pas scier devant lui. « Retourne là d'où que tu viens, espèce de chien puant !» rugit-il. « Dehors ! Fous le camp !» Manifestement, les choses se pressentaient plutôt mal pour moi. Maintenant qu'il avait répondu à ma première contre-attaque, chaque membre de la cour royale avait envie d'essayer son brin d'anglais avec moi. « Va te faire foutre, espèce d'enculé! Va sucer ta mère !» était grosso modo le plus poli des propos qu'on m'adressait. La question qui me turlupinait, tandis que je guettais dans leurs mouvements tout signe éventuel de danger, c'était celle de leur langage. Je n'arrivais pas à comprendre comment ces sauvages, vivant à l'autre bout du monde, avaient bien pu apprendre cet anglais vulgaire. L'armée était-elle passée par ici pendant la guerre? L'avait-il appris de marins qui auraient fait naufrage et nous auraient précédés? Et puis, cela ne semblait leur faire aucun effet que je fusse de toute manière entièrement à leur merci, à moitié nu, sans armes et épuisé. Dans la situation fâcheuse où j'étais, il ne me restait plus qu'à rassembler mon dernier souffle et à crier, si fort que cela les fit tous taire instantanément, « Je vous emmerde aussi, espèce de con de fanatique, trou du cul, charognard, tas de fumier, infect sagouin! Un mot de plus, sale gueulard stupide, et je jette un sort sur vos têtes crépues, et alors on verra. » Je crois que ce sont ces mots qui me sauvèrent. Voilà. C'est déjà moi. Ouais. Je vais vous parler de ce livre qui est pour moi un livre important parce que je ne suis pas sûre de tout avoir compris. Non, c'est-à-dire qu'il faut le relire, lire et relire et relire et relire. C'est une somme. C'est Marelle de Cortázar. C'est magnifique, c'est un labyrinthe, c'est des passages merveilleux, d'une histoire très très belle. Une histoire, c'est de l'amour, de l'amitié, c'est encore de l'art. Cette fois, c'est la musique, ils aiment le jazz. La littérature, c'est aussi une réflexion intense sur la littérature. Alors, il est très spécial, c'est un livre particulier, parce que moi, j'ai attaqué le livre bien en tête. Je n'ai pas lu l'avant-propos, je suis partie sur le récit linéaire.
Et puis je me disais, en bas de la page, c'est bizarre, à la fin de chaque chapitre, il y a un petit numéro. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis au bout d'un moment, j'ai quand même enquêté dans le livre. Et je suis revenue au début et j'ai vu un avertissement au lecteur qu'il y avait un mode d'emploi. Donc, en fait, on peut le lire de façon linéaire, et donc c'est vraiment un roman. Alors c'est le monde magnifique des Sud-Américains. C'est un personnage qui vient d'Argentine. On peut penser que c'est l'auteur lui-même, Cortázar. Il s'appelle Horacio et qui tombe amoureux d'une Uruguayenne. Alors ça me touche aussi personnellement parce que j'ai vécu en Uruguay, donc me parle. Donc elle s'appelle la Sibylle et elle a un enfant avec elle à Paris. Il s'appelle Rocamadour, c'est pas banal. Et c'est leur histoire d'amour. Ils se rencontrent à Paris, le Paris des années 50, de Saint-Germain-des-Prés. Ils sont dans les cafés, refaire le monde, ils sont jeunes, ils écoutent du jazz et ils parlent de littérature. Et donc c'est une réflexion aussi littéraire. Ils ont un auteur dont ils parlent tout le temps, c'est Morelli. Et ce Morelli, évidemment, il fait penser au grand Borges, et je pense que c'est lui, mais c'est probablement en même temps Cortázar aussi. Donc je ne sais pas comment vous le présenter. C'est très particulier. Alors du coup, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de repartir sur le plan prévu par Cortázar, si on veut ne pas le lire dans le sens linéaire, mais le prendre à l'inverse. Et là, c'est l'embrouille totale. Tout d'un coup, il a emmêlé tous les fils que j'avais réussi le fil que j'avais réussi à suivre. C'est la marelle, c'est pas évident. Donc c'est une question d'équilibre. On est sur un pied, on met les deux pieds, tout d'un coup on pense avoir trouvé, et puis on repart sur un pied, on est toujours un peu bancal. C'est l'enfer, c'est le paradis, c'est une très belle histoire d'amour, de jeunesse, de moments très très drôles aussi. Ils repartent de tristesse également, elle perd son enfant, la Sibylle repart en Amérique du Sud. Lui aussi retrouve ses amis, un rapport à la folie aussi, très particulier. Et je vais vous en lire un extrait. Alors la réflexion sur la littérature, sur ce Morelli, ah oui, alors donc il y a cette deuxième partie où Cortázar dit qu'on n'est pas obligé de la lire, mais c'est là que ça s'embrouille. Donc hein, c'est là qu'elle commence en fait, qui nous renvoie au chapitre 1, puis après ça se croise, les chapitres se croisent. Vous voyez, c'est confus. Mais il a une vision. J'ai trouvé un passage, j'ai compris, je crois, quelque chose. J'ai l'impression d'avoir capté quelque chose. Un passage, c'est l'auteur, le narrateur qui explique ce que voulait faire Morelli. Donc je pense que c'est ce que voulait faire Cortázar en réalité. Donc je vais vous lire ce passage. Morelli essayait quelque part de justifier ses incohérences narratives, soutenant que la vie des autres, telle qu'elle nous apparaît dans ce qu'on appelle la réalité, n'est pas du cinéma mais de la photographie. C'est-à-dire que nous ne pouvons appréhender l'action que fragmentairement, par recoupement éléatique. Il n'y a rien d'autre que les moments que nous passons avec cet être dont nous croyons comprendre la vie, ou quand on nous parle de lui, ou quand il nous raconte ce qui lui est arrivé, ou qu'il prévoit devant nous ce qu'il a l'intention de faire. À la fin, il reste un album de photographies, des instants figés, jamais le devenir se réalisant devant nous, le passage de l'hier à l'aujourd'hui, le premier coup d'épingle de l'oubli dans le souvenir. C'est pourquoi il n'y avait rien d'étrange à ce qu'il nous parla de ces personnages sous la forme de la plus spasmodique qui soit, donner de la cohérence à une série de photographies pour qu'elles deviennent du cinéma, comme l'aurait
comme l'aurait tant aimé le lecteur qu'il appelait « lecteur femelle ». Signifiait remplir de littérature, de présomptions, d'hypothèses et d'inventions les hiatus entre les photographies. Les photographies montraient parfois un dos, une main sur une porte, la fin d'une promenade dans la campagne, la bouche qui s'ouvre pour crier, des chaussures dans une penderie, des personnes traversant le champ de Mars, un timbre oblitéré, le parfum m'agriffe, des choses de ce genre. Morelli pensait que l'expérience vécue que représentaient ces photographies, qu'il essayait de représenter avec toute l'acuité possible, devait mettre le lecteur en condition de s'aventurer, de participer presque au destin de ces personnages. Ce qu'il apprenait d'eux, petit à petit, par l'imagination, se concrétisait immédiatement en actes, sans aucun artifice, destiné à l'intégrer à ce qui était déjà écrit ou allait l'être. Les ponts entre une phrase et une autre de ces vies si imprécises et si peu caractérisées, le lecteur aurait à les deviner ou à les inventer, depuis la manière de se coiffer, si Morelli ne la décrivait pas, jusqu'aux raisons profondes d'une conduite ou d'une inconduite, si elle paraissait insolite ou excentrique. Le livre devait être comme ces dessins que proposent les psychiatres de la Gestalt, et ainsi certains traits induiraient l'observateur à tracer, en les imaginant, les lignes qui achèveraient le visage. Mais parfois les lignes manquantes étaient les plus importantes, les seules qui auraient vraiment compté. La coquetterie et l'insolence de Morelli dans ce domaine étaient sans limite. En lisant son livre, on avait par moments l'impression que Morelli avait espéré que l'accumulation des fragments se cristalliserait brusquement en une réalité totale, sans avoir inventé des ponts ou coudre les différents morceaux du tapis. Il y aurait tout d'un coup une ville, un tapis, des hommes et des femmes dans la perspective absolue de leur devenir, et Morelli, l'auteur, serait le premier spectateur émerveillé de ce monde qui accédait à la cohérence. Mais il fallait se méfier parce que cohérence voulait dire au fond assimilation à l'espace et au temps, ordonnance au goût du lecteur femelle. Morelli n'aurait jamais admis ça. Il semblait plutôt chercher une cristallisation qui, sans altérer le désordre dans lequel circulaient les corps de son petit système planétaire, permettrait la compréhension pleine et entière de leur raison d'être, fût-ce celle-ci le désordre même, l'inanité ou la gratuité. Une cristallisation où rien ne serait sacrifié et où un œil lucide pourrait, en s'approchant du kaléidoscope, comprendre la grande rose polychrome, la comprendre comme une figure, Imago Mundi, qui, en dehors du kaléidoscope, se résolvait en un salon de style provençal ou une réunion de cousines de province prenant du thé avec des biscuits baglés. Je trouve ça génial. Je pense que c'est donc, à mon avis, c'est la clé de ce roman, ce passage. Je pense que c'est vraiment la clé. Il y a des extraits, c'est vraiment très, très déstabilisant. Je n'ai jamais rien lu d'aussi enfin pas mystérieux, comment puis-je dire, désopilant et donc à jamais sur la table de chevet, vous voyez. J'ai un autre passage, alors il y a beaucoup de passages très drôles et puis aussi très tendres, et comme il y a un tout petit, je vais lire encore un tout petit bout parce que c'est très joli. C'est tendre et poétique aussi. Je touche tes lèvres. Je touche d'un doigt le bord de tes lèvres. Je dessine ta bouche comme si elle naissait de ma main, comme si elle s'en trouvait pour la première fois, et il me suffit de fermer les yeux pour tout défaire et tout recommencer. Je fais naître chaque fois la bouche que je désire, la bouche que ma main choisit et qu'elle dessine sur ton visage, une bouche choisie entre toutes, choisie par moi avec une souveraine liberté pour la dessiner de ma main sur ton visage, et qui, par un hasard que je ne cherche pas à comprendre, coïncide exactement avec ta bouche, qui sourit sous la bouche que ma main te dessine. Tu me regardes tout près, tu me regardes de plus en plus près. Nous jouons au cyclope, nos yeux grandissent, se rejoignent, se superposent, et les cyclopes se regardent, respirent confondus. Les bouches se rencontrent, luttent, tièdes avec leurs lèvres, appuyant à peine la langue sur les dents, jouant dans leur enceinte où va et vient un air pesant dans un silence et un parfum ancien. Alors mes mains s'enfoncent dans tes cheveux, caressent lentement la profondeur de tes cheveux, tandis que nous nous embrassons comme si nous avions la bouche pleine de fleurs ou de poissons, de mouvements vivants, de senteurs profondes. Et si nous nous mordons, la douleur est douce, et si nous sombrons dans nos haleines mêlées en une brève et terrible noyade, cette mort instantanée est belle, et il y a une seule salive et une seule saveur de fruits mûrs, et je te sens trembler contre moi comme une lune dans l'eau.
Voilà, voilà Cortázar pour moi. Alors, on va passer de la sensualité de Cortázar à un autre rapport au corps. Il est beaucoup question de sensualité aussi dans ce texte-là. Il s'agit de Le Cygne, un court récit de Gregor von Retzory. Alors, Gregor von Retzory, c'est l'un des auteurs, un petit peu comme Jacob Lynch, je l'ai découvert à peu près en même temps, qui me fascine terriblement. Je n'ai pas encore tout lu de lui, mais j'ai lu un certain nombre de textes quand même de ses œuvres. Et je suis à chaque fois subjugué, à la fois par son style. C'est un style qui est extrêmement... Retzory, de quelle nationalité est-il? C'est difficile à dire. Il se considère comme apatride. Il est né à Bukovine. Bukovine, c'est une ville qui n'a cessé de changer d'identité géographique et politique au fil de l'histoire. Tantôt turque, roumaine, austro-hongroise, ukrainienne... elle a été rattachée à l'URSS et puis maintenant elle est redevenue ukrainienne. Pour combien de temps, ça on le verra. Mais et donc en fait il est né en fait dans cette ville-là et en 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, il a, pour lui, dans cette naissance-là, dans cette date-là, et dans le lieu où il est né, il y a comme une sorte de lumière sombre et de grand vide qui vient auréoler toute son existence et toute son œuvre. Autrement dit, d'un homme sans identité. Il a passé son existence à voyager. Il a vécu aux États-Unis, en France, en Allemagne, à New York. C'est un homme aussi très intéressant, enfin, qui a eu un parcours aussi très curieux et très original, parce qu'il a été donc écrivain, galériste, peintre. Il a joué, on le voit par exemple à côté de Brigitte Bardot ou de Jeanne Moreau et de Mastroianni dans des films de Louis Malle. Il a encore eu d'autres actes. Il a été journaliste et il a une œuvre que je trouve prodigieuse. Alors il est peu lu en France, à tort. En fait, il est surtout connu pour ses Mémoires d'un antisémite, que certains connaissent peut-être, qui est vraiment un excellent texte qui évoque la vie, l'existence d'un homme depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, d'antisémite, mais en même temps totalement obsédé par des femmes juives qu'il ne peut s'empêcher de côtoyer, d'aimer. Et donc c'est ce paradoxe-là qui est traité dans ce roman, et c'est assez brillant, et c'est assez passionnant et fascinant. Alors, moi je l'avais découvert à travers un très court récit qui n'est plus édité. C'est l'une des raisons pourquoi je ne l'ai pas proposé ce soir, mais j'en ai proposé un autre qui me plaît aussi beaucoup. Alors, on le trouve d'occasion, c'est Sur la falaise. Je vous le conseille vraiment. Je te l'avais fait découvrir. Hein, c'est vraiment une claque de lire ce très court récit, mais qui est fulgurant. Et il y en a d'autres. Neige d'antan aussi, c'est un très beau récit, beaucoup plus volumineux, qui est très autobiographique, où chaque section est consacrée à un membre de sa famille. Et donc c'est assez passionnant. Et puis et celui-ci qu'il a écrit plutôt dans la dernière période de sa vie. C'est un homme adulte, le narrateur est adulte et se penche sur le cas d'un enfant, sur son passé, c'est lui-même, lorsqu'il est enfant. Il a peut-être une dizaine d'années, 10-11 ans, une sorte de préadolescent. À l'occasion, on est vraiment aux frontières, encore une fois, de l'autobiographie, mais il y a souvent ça chez lui. Il joue un petit peu avec ça, dans la mesure où on est peu de temps après la guerre de 14-18, et du coup, ça correspondrait vaguement à l'âge qu'aurait eu l'auteur au même moment. Le récit couvre une période d'à peu près peut-être 1 à 2 semaines de la vie de ce garçon qui est avec sa sœur,
réunis dans une pièce où repose le cadavre de l'oncle Sergueï. L'oncle Sergueï, un homme qui est bardé de décorations et en même temps qui est une sorte d'imposteur, de héros épique totalement dégradé et un peu ridicule, parce que au lieu d'être mort au front, il est mort en se tirant une balle dans la tempe. Et donc cet enfant avec sa sœur vont assister aux obsèques, sont autour de ce cadavre qu'on a installé comme on pouvait, je sais plus, c'est sur une table, enfin qui n'a rien à voir avec un lieu, l'endroit où il faudrait le mettre, et on a les premières pages qui s'ouvrent sur, c'est l'extrait que je vais vous lire, qui s'ouvre sur un vol de mouche, une mouche à viande qui tourne autour du cadavre pour essayer de se repaître des premières effluves de décomposition. Et là, en fait, cette figure centrale qu'est l'oncle Sergueï est une sorte de métaphore de plusieurs choses. D'une part, de cet empire austro-hongrois qui s'effondre justement pendant l'enfance de ce garçon au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais aussi cette effervescence, ce travail des chairs qui commence à pourrir, est aussi une sorte d'image d'un éveil de la sensualité chez ce garçon qui commence à être excité par le corps de sa sœur, dont il voit que chaque jour il devient plus sensuel encore que la veille, et donc il y a un mélange comme ça de ces pulsions de vie, de ces pulsions de mort, de ces pulsions d'amour qui sont magnifiquement restituées. C'est pas du tout c'est pas du tout macabre, hein. Enfin, on tourne autour effectivement dans la première partie autour d'un cadavre, mais en même temps c'est très beau, c'est magnifique. Et donc on va suivre jusqu'à l'enterrement, et la dernière partie sera le final est absolument éblouissant. L'enfant emmène, sans vous révéler la fin, mais il emmène sa sœur dans une chasse aux cygnes qui prend un symbolisme extrêmement puissant et qui est d'une grande cruauté, et en même temps qui va signer pour lui le crime à commettre pour pouvoir faire le deuil de son enfance, entrer dans l'adolescence et même dans une sorte de vie d'adulte et ouverte au désir et à l'amour, et aussi signer aussi son entrée en littérature, puisque cette chasse aux cygnes et ce meurtre violent, cet acharnement contre cette pureté incarnée par le cygne est lié directement à la naissance d'une vocation littéraire. Ce que je vais vous lire, c'est... alors vous allez voir à travers, lire Redzoris n'est jamais facile parce que il a une écriture absolument prodigieuse. Il est généralement, pour ce que j'ai lu de lui, il est toujours bien traduit. Moi je connais pas le texte original, mais enfin, en tout cas la traduction que j'en ai. D'ailleurs, pour le premier, j'avais pas cité le traducteur. Hein, c'était honte à moi. Il y a des traducteurs ici qui m'en voudront beaucoup. Le premier était traduit de l'anglais par Brigitte Bost et celui-ci par Jacques Lajarige. Il a été traduit par plusieurs... alors, oui, de l'allemand. Oui, de l'allemand. Lire Redzoris, ce n'est pas simple parce que il a, et c'est ce qui me fascine moi chez cet auteur-là, c'est un auteur qui déploie de longues périodes, de longues phrases dont on ne sait pas comment elles vont se terminer, qui sont extrêmement amples, qui sont à l'image de cet homme, de Redzoris. Il est issu d'une ancienne famille aristocratique de Sicile du 19e siècle, et on sent, c'est un homme, quand on le voit souvent dans ses récits, il est entouré de ses chiens, il adore la chasse. Donc voilà, il est dans cette posture-là du grand aristocrate qui ne renonce pas à cette identité-là lorsqu'il écrit, par l'amplitude et la générosité de son style, et puis la tenue de son style, et qui en même temps, et moi c'est ce qui me fascine, qu'on trouverait aussi par exemple chez des auteurs que j'adore comme Gabriel Witkop, qui elle aussi a une tenue littéraire absolument incroyable, extrêmement riche et extrêmement soutenue, et en même temps extrêmement, pas précieuse mais pas loin, et qui en même temps aborde des contenus, des thèmes qui eux peuvent être durs ou peuvent être totalement en décalage avec cette sorte d'écriture somptueuse.
Et donc l'extrait que je vais vous lire, c'est donc un vol de mouche. Hein. On est dans cette salle autour du cadavre de l'oncle Sergueï, et il ne s'agit que d'un vol de mouche. Comme nous ne disions mot, le silence s'était de nouveau déversé sur nous comme une image kaléidoscopique sonore, transpercée par le bourdonnement lancinant de la mouche à viande. Elle dansait à présent juste en dessous du plafond de la pièce, incrustant des boucles dans le délicat panache de fumée dorée que les flammes des bougies laissaient échapper en direction du badigeon de chaux craquelé qui, là-haut, recouvrait les stucs. La chaleur semblait l'avoir poussée à bout. Peut-être aussi la doucereuse odeur de fermentation qui commençait à s'échapper du corps en décomposition d'oncle Sergueï, doux poison semblable à la berceuse d'une marâtre. Comme ivre, elle fendit furtivement l'espace à la rencontre de son ombre terne, qu'elle rejoignit dans l'obscurité au moment où, avant de rebondir loin d'elle comme une balle, de la taille d'un poing, elle la heurta de plein fouet dans une stridulation de corde cassée que l'on retiendrait avec la paume de la main dans un craquement sec. Puis elle renonça, se lançant subitement dans les zigzags qui ressemblaient à la tentative hardie de décrire une signature si tarabiscotée qu'elle en paraissait mégalomane. La mouche décrivit une courbe et vint frôler le visage d'oncle Sergueï juste au-dessus de la fente de ses yeux vitreux pour remonter ensuite jusqu'à la couronne lumineuse des bougies. Avant même qu'elle ne l'atteigne, je frappai un grand coup. Je ne pouvais espérer l'avoir touchée, raison pour laquelle je n'avais pas refermé ma main sur elle, lorsque je l'y avais sentie, grasse et fragile, repue de toutes sortes de sucs visqueux. Écœuré, je retirai ma main au moment de porter le coup, mais j'y avais mis malgré tout suffisamment de force pour l'envoyer au sol, qu'elle heurta violemment, quelque part dans l'obscurité, avant de tournoyer sur place, retourner sur le dos comme on pouvait l'entendre. Sa voix de baryton estival, devenue un ton plus aigu et perçante, tint une note écrasée où s'exprimait une méchante protestation. Alors, au hasard, je tentai à plusieurs reprises de l'écraser du pied, sans la toucher, sur quoi je l'entendis se débattre. Puis, le silence revenu, je la sentis, à garde, reprendre sa course folle, assommée par l'incompréhension à laquelle elle n'avait rien à opposer, sinon l'impuissante volonté que ses ailes froissées avaient de s'enfuir. Il est probable qu'elle tentait par sa course d'en secouer à nouveau la translucide fragilité, avec une impatience effrénée qui la faisait trembler, tandis que de ses pattes noires irradiait le reflet irisé de l'énergie qui affluait dans ses veines pour retendre ses cuticules chitineuses. Alors, emportée par son zèle tremblant, incarnation bourdonnante de la pure volonté de vivre en rut, pas plus grosse qu'une fève, elle se releva, le long des draps de lin du catafalque improvisé, prit son essor vers une résurrection triomphale dans la gloire des bougies, luisante, rebondit, son corps noir laqué parcouru de reflets verts et rubis, tiré ardemment par ce filet de voix, toujours plus vite, toujours plus haut, pour se mêler plus intimement à la douce tiédeur des effluves de décomposition avancée, jusqu'à ce qu'elle vienne s'écraser le crâne contre le plafond. Voilà. Alors, je vais enchaîner je vais entamer cette seconde partie avec un court roman qui s'intitule Les boîtes d'un auteur hongrois, István Örkény, publié chez Cambourakis dans une traduction de Natalia Zaremba-Uzvay et Charles Zaremba, traduit donc du hongrois. Je connaissais absolument, c'est le premier texte que je lis de cet auteur qui a pas visiblement est assez populaire en Hongrie et qui a déjà dont les éditions Cambourakis ont déjà publié 2 autres volumes. C'est vrai que ça fait un moment, ça fait quelques années que je découvre un petit peu la littérature de l'Est, d'Europe de l'Est, et que j'y trouve vraiment des merveilles. Il y a un autre auteur hongrois, j'en connais pas beaucoup, il y en a un autre qui est très connu, c'est Karinti, Frigi Karinti, qui m'avait ébloui avec son voyage autour de mon crâne, et puis son fils qui a fait l'objet d'une soirée ici. Son fils. Son fils, Ferenc avec EPP. Et puis comme j'ai des origines hongroises, je suis particulièrement curieux aussi de cette littérature, parce que c'est aussi une part de mon histoire et que je connais mal et donc dont je suis curieux. Il s'agit
Alors, c'est un texte délicieux, très drôle, qui pourrait être je pense qu'en Hongrie, il a dû être adapté, il a dû être mis en scène. Ça pourrait être une pièce de théâtre, hein, vraiment. D'ailleurs, Orkény a appartenu à ce courant du théâtre de l'absurde, hein, qui avait marqué un certain nombre d'écrivains européens comme Ionesco et d'autres. Et on est en plein là-dedans. Alors là, on n'est plus dans un contexte de Première Guerre mondiale, on est dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Vous allez dire que c'est une obsession chez moi, parce qu'effectivement, on est beaucoup question dans 3 des 4 livres que j'ai choisis. Alors, de quoi est-il question ici? Il est question d'un jeune homme qui est à la guerre, qui est sur le front, qui est au front et qui envoie une lettre à ses parents pour leur demander de bien vouloir accueillir le commandant Varro, qui est son commandant, 1 à 2 semaines, parce que ça pourrait lui l'arranger et en tout cas lui permettre, soit de gravir les échelons ou en tout cas d'avoir un traitement de faveur dans son quotidien de soldat. Donc la famille de ce jeune homme, qui vit dans un petit village de Hongrie qui s'appelle Matrasentana, va se mettre en 4 pour recevoir cet homme et le recevoir avec le plus de courtoisie et le plus de courtoisie possible. Seulement, cet homme-là ce commandant, le commandant Varro, est un homme particulier, plus que particulier, complètement névrotique. Il est phobique des odeurs et ça commence très mal puisque cette famille-là a eu un problème pour faire vidanger les toilettes de la maison, et que cet homme est insomniaque et est en plus à moitié sourd. Donc dès qu'on lui parle, il comprend tout de travers et il s'imagine qu'on l'insulte. Ce qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes pour le couple, pour les parents de ce soldat et pour leur fille également. Donc le fils, qui est au front, s'appelle Julia. Et alors une chose que je peux vous dire, parce que c'est révélé dès le début, et c'est ce qui rend ce récit d'autant plus comique et empli d'une ironie terrible et tragique, c'est que en fait on s'aperçoit que dès le début que au moment où les parents reçoivent ce commandant chez eux, leur fils est mort. Le décès de leur fils en fait leur a été caché par un facteur lui-même qui n'est pas très net et qui a ses têtes et qui décide de livrer le courrier aux habitants dont la tête lui revient et non pas aux autres. Et donc il n'hésite pas à se débarrasser de certains courriers qui l'ennuient. Et donc c'est à cause de cela que les parents ne recevront jamais la lettre qui leur est adressée leur annonçant la mort de leur fils, et qu'au moment où ce commandant arrive, leur fils est déjà mort. Donc tous les efforts qu'ils vont faire pour recevoir comme il faut cet homme-là seront vains, puisque tout est perdu avant que ça ne commence. Alors c'est très drôle et c'est oui, c'est très drôle. Pourquoi? Alors c'est très drôle. Oui, alors c'est très drôle. Effectivement, aussi parce que donc ce commandant qui est complètement cinglé va se prendre de passion pour le massicotage du carton et pour le façonnage de boîtes en carton qui sont faites pour emballer des gaz qui doivent servir pour les blessés du front. Et une fois qu'il arrive dans cette famille-là, il va passer ses nuits, il va veiller des nuits entières pour fabriquer des boîtes en carton, d'où le titre Les Boîtes, et bien sûr va veiller le jour quand les parents, eux, n'attendent qu'une chose, n'espèrent qu'une chose, c'est pouvoir enfin dormir de leurs nuits infernales, de leurs nuits de veille. Et effectivement, c'est très très drôle. On est vraiment, oui, on a cet humour qui est propre au théâtre de l'absurde, et on a aussi, bien sûr, derrière cette sorte de grand délire et de grande fantaisie et de cocasserie, on a, à travers cet homme qui débarque dans ce village de l'arrière,
une vision, bien évidemment, de la folie de la guerre, qui vient, à travers ce commandant-là, on a la guerre qui vient sur le premier plan, au premier plan, et se montrer sous ses dehors les plus effrayants, les plus grotesques et les plus effrayants en même temps. Donc bien sûr, il y a une très forte satire, effectivement, de l'armée et puis de cette période de guerre. Je vais vous lire le début, enfin c'est pas le tout début, mais c'est voilà, il est question du facteur justement qui décide qui n'en fait qu'à sa tête. Le facteur de Matrasentana avait été mobilisé dès le premier jour de guerre. À sa place, un individu bossu, bègue et simple d'esprit, se chargea de la distribution du courrier. Tout le monde l'appelait le père Jojo. En fait, son seul problème, et il n'était pas bien grave, c'était le sens de l'équilibre. Tous les matins, quand il portait les lettres, il suivait exactement une ligne imaginaire tracée au milieu de la rue, et il n'aimait pas que quelque chose rompît cette symétrie. Il poussait dans le ruisseau les objets qui traînaient, et si quelqu'un, attendant impatiemment le facteur, posait le pied sur la chaussée, il ne lui donnait son courrier que le lendemain, pour le punir. Quand il arrivait au puits, il se penchait, se plaçait de sorte que son reflet se trouvât exactement au centre du miroir de l'eau. On le grondait souvent et on le chassait, croyant qu'il crachait dedans. Ce n'était pas vrai. Seul un filet de salive fin comme un fil de soie sortait de sa bouche, et dès qu'il réussissait à le faire osciller dans l'axe imaginaire du puits, il l'aspirait dans sa bouche. C'était assez rafraîchissant. Le jour où l'on recevait son courrier dépendait aussi du sens de la symétrie du père Jojo. Par exemple, il détestait le professeur Cipriani, le psychiatre de renommée européenne qui garait souvent sa voiture devant le portail de sa villa, sur le côté de la rue, dans une position cruellement asymétrique. Il n'en aimait que plus la famille Toth, et en premier lieu, l'Ajos Toth lui-même. Il était quasi amoureux de lui. Les loqueteux prennent souvent les porteurs d'uniformes pour des êtres supérieurs, comme les infirmes, les individus au corps parfait. Mais ce n'est pas tout. L'Ajos Toth prenait toujours soin de sa personne. On ne le voyait jamais le casque de travers, ou avec un mouchoir pendouillant de sa poche. Aux yeux du père Jojo, il était le superlatif de la symétrie humaine, car même ses cheveux étaient partagés par une raie au milieu, c'est-à-dire que si on le coupait en deux avec un couteau bien tranchant, on obtiendrait deux moitiés parfaitement identiques, ce qui est difficile à faire même avec un œuf. Grâce à cela, les Toth ne recevaient que de bonnes nouvelles du front, puisque par pure bienveillance, le père Jojo avait détruit l'une des lettres de Julia. Pourtant, il n'était question que d'une légère intoxication due à un saucisson. La fenêtre du bureau de poste de Matrasentana donnait sur la cour. En dessous, à portée de main, se trouvait un tonneau pour la pluie, plein d'eau verte et croupie. Après avoir soigneusement examiné le courrier du jour, le père Jojo y jetait les lettres vouées à la destruction. C'est là qu'avait sombré le carton à liseré doré, invitant le professeur Cipriani et son épouse à la garden party du gouverneur, ainsi que le télégramme de la Croix-Rouge qui annonçait la mort de Julia Toth. De cette façon, le père Jojo avait non seulement fait un pied de nez au professeur, mais encore épargné au Toth une mauvaise nouvelle, le monde avait retrouvé son équilibre. Voilà. Alors je vous ramène en poésie avec Rimbaud. Rimbaud à Java, donc poésie et voyage. Moi c'est l'art, la poésie, et puis le voyage, comme tu l'as dit en introduction. Et donc Rimbaud... Ce Rimbaud à Java, quand j'ai vu le titre, c'est aux éditions du Sonneur, je ne pouvais pas ne pas sauter dessus. Et j'ai bien fait de me précipiter, j'ai adoré. C'est bien Rimbaud, dont il s'agit. Au départ, je me suis dit, c'est un roman où je ne savais pas trop ce que c'était, ce titre Rimbaud à Java. J'ai pensé que ça pouvait être... quelqu'un qui était parti à Java en pensant à Rimbaud, et puis en fait c'est un essai, c'est de Jamie James, c'est traduit par Anne-Sylvie Omassel qui est avec nous, et puis qui va nous en faire une petite lecture d'ici peu. C'est un essai très réussi, c'est très drôle, il y a vraiment énormément d'humour, il y a des super passages, très fin. Il est américain ou anglais? Américain. Américain. Parce que je le trouve très british, en fait, dans son... Je pense qu'il vit en Indonésie depuis... en Asie, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et au fur et à mesure de la lecture, donc en fait,
il est en quête de ce qui s'est passé. Il y a une année dans la vie de Rimbaud, alors que c'est il écrit des lettres tout le temps, c'est un épistolier. Il y a une année dans la vie de Rimbaud qui est une page blanche. On ne sait pas ce qu'il est, et c'est 1876. On sait qu'il est parti à Java, mais on sait rien. Enfin, on sait le début de son voyage, et il y a surtout le voyage de retour qui est un mystère. Et donc, il cherche. C'est un Rimbaldien. Il m'a fait marrer à un moment. Il dit vous me diriez qu'on a retrouvé une paire de chaussettes de Rimbaud dans une malle, je me précipiterais pour aller la chercher, quoi, pour aller la voir. Et donc, enfin, il est passionné par Rimbaud. Et au fur et à mesure de la lecture, je me disais, mais ce type, il a dû avoir une envie folle d'aller là-bas. Et bon, tu me dis qu'il y vit carrément, donc je savais pas. Il va peut-être finir par retrouver une paire de chaussettes. Il va trouver la paire de chaussettes. Mais donc il fait le point sur les toutes les recherches. Et il fait des recherches lui-même pour aller chercher, même dans les archives, il va chercher même des photos, trouver des mecs qui ont écrit sur la période, qui sont susceptibles d'avoir rencontré Rimbaud à ce moment-là, dans ce voyage. Et c'est très 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 bien écrit, c'est très drôle, c'est très extraordinairement documenté. Moi c'est tout ce que j'aime, la recherche comme ça. Et je me disais, il a dû avoir envie d'écrire un roman au bout d'un moment. C'est l'inverse, tu sais. Ben, justement, et justement, ça m'a fait sourire parce que j'étais dans la lecture en me disant, parce qu'il nous décrit un Rimbaud, il arrive quand même à nous faire un portrait de Rimbaud magnifique, inconnu, et ça donne envie. C'est un personnage de cinéma, de roman, et je me disais ça, donc il a dû avoir envie d'écrire un roman. Et j'arrive à une page, à un moment, et où il le dit, et là il y a ce passage-là qui est assez magnifique, où il dit, mais qui suis-je, moi enfin, c'est de la vanité, je pourrais jamais en fait écrire. J'ai pensé écrire un roman, mais c'est pas possible. Écrire un roman, le faire parler, comment lui faire parler, alors que j'imagine que s'il devait prendre, quand il prenait son café, même son café, ça devait être un moment extraordinaire. Enfin, c'est une admiration totale. Il lui est impossible il lui était impossible de dépasser cette admiration pour en faire un roman, mais il en fait un formidable essai. C'est vraiment très très beau. Et moi l'Asie me tient aussi beaucoup à cœur, même si j'ai vécu en Uruguay. C'était une parenthèse dans ma vie. Je m'y suis sentie bien. Je suis partie en voyage aussi. J'ai appris des tas de choses, c'est vraiment formidable. Et je voudrais que, Anne-Sylvie, que tu lises ce passage, parce qu'il m'a fait penser, ouais, je veux bien, justement ce passage que va vous lire Anne-Sylvie pour moi, parce que c'est formidable d'avoir la traductrice avec nous. Qu'est-ce que tu veux? Les deux pages, 67, 68. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est son arrivée à Java. Alors, en fait, il est parti à Java parce qu'il était, après ses aventures poétiques et son aventure avec Verlaine, il s'est engagé dans l'armée hollandaise pour aller combattre les indigènes à Java. En Inde. Quelle drôle d'idée. Donc il a pris l'uniforme, il est parti avec les troupes sur un navire qui s'appelait le Prince von Orange. Prince von Orange contourna ensuite la corne de l'Afrique et longea Aden, où Rimbaud devait s'installer en 1880. Dès l'arrivée dans les eaux de l'océan Indien, les soldats reçurent leurs uniformes tropicaux, chemise blanche, pantalon à rayures bleues et blanches et béret écossais. Le 19 juillet émergea enfin de la brume équatoriale qui brouillait l'horizon, la côte ouest de Sumatra et son port principal, Padang, à 1 degré sud de latitude. Les registres du navire indiquent qu'un homme tenta de s'échapper et fut repris.
après quoi le 3-mâts s'engagea dans le détroit de la Sonde, au sud, où Rimbaud aperçut pour la première fois les rives de Java. Avant la percée du canal de Suez, les navires qui venaient du cap de Bonne-Espérance abordaient l'Asie par le sud-ouest. La première terre qu'ils apercevaient après leur longue traversée était donc la pointe la plus occidentale de l'île, appelée Java Head, vision décrite par Joseph Conrad dans Jeunesse. Le héros de la nouvelle, marin naufragé, approche du phare en canot. Et il y a dans son récit plus de sève romanesque que dans toute l'œuvre de Rimbaud. Et c'est ainsi que je vois l'Orient. On est dans Conrad. J'ai exploré ses recoins secrets, j'ai plongé le regard dans son âme même. Désormais, c'est d'un canot que je le vois toujours. Horizon de montagnes hautes et bleues dans le soir, à midi, brume fine, mur dentelé de violet dans le soir. J'ai la sensation de la rame dans la paume, la vision de la mer brûlante et bleue dans les yeux. Et je vois une baie immense, lisse comme le verre, polie comme la glace, scintillant dans l'obscurité. Une lueur rouge brille au loin, sur les ténèbres de la terre. La nuit est douce et chaude. Nous tirons sur les avirons, les bras douloureux. Soudain, un souffle de vent, ténu et tiède et chargé d'odeurs étranges. Fleurs, bois parfumés, paraît dans la nuit calme, premier soupir de l'Orient sur le visage. Voilà. Rimbaud. Et Conrad. Et ça, c'est magnifique parce que justement, je n'oublierai jamais les Jeunesse, ce livre magnifique. Et j'y pensais en lisant son essai, je pensais à Conrad, vraiment. Et c'est ces rencontres-là que j'adore quand je lis. Ce sont pas des coïncidences. Enfin, j'aime bien penser que ce ne sont pas des coïncidences. En tout cas, qu'il y a des échanges presque paranormaux, quoi. Quand on lit, enfin bon, voilà, j'ai trouvé ça très beau, il nous le rend vivant, et ça c'est l'arrivée, mais le départ, c'est le départ qui est surtout, où est-ce que je l'ai mis? Il est à l'appel, donc, comment on appelle ça chez les soldats? Il est présent, enfin, le lever du drapeau, le clairon sonne dans le clairon le matin. Il est présent le 15 août ou le 14. Ouais, le 14, il répondit présent aux appels du jour. Le 15, il manquait à l'inspection du matin et à la messe qui suivit. Donc voilà, il disparaît. Et là, il y a 6 mois. Il réapparaît 6 mois plus tard à Charleville-Mézières. Et ces 6 mois-là, on ne sait rien. C'est le mystère absolu. Et alors, tous les chercheurs montrent des tas de trucs, et c'est assez drôle parce qu'ils se moquent d'eux aussi. Il fait partie, enfin, il est parmi eux, mais il s'en moque du coup, et c'est très amusant. Il dit que... Ah oui, c'est ça. Il parle de... Là, il dit... Ces derniers, donc ces chercheurs, tout comme d'autres chercheurs, ont épluché les horaires de train et de ferry pour prouver qu'il était possible de rallier Queenstown à Charleville dans le temps imparti, à une condition que Rimbaud et les moyens de transport qu'il utilisa se sont montrés aussi ponctuels les uns que les autres. Ce que Jean-Luc Steinmetz, joyeusement sarcastique, commente ainsi: alors commence une course passablement effrénée s'il veut être à l'heure de ses futurs biographes. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai trouvé ça excellent. Et c'est un peu, c'est ça. Enfin, on supporte pas de ne pas savoir. Et du coup, le mythe continue. Enfin, on cherchera toujours. Hein, il y aura toujours des. Et on trouvera peut-être des éléments. À un moment. Jailleront, mais voilà quoi. Donc c'est son mystère. Il est réapparu et puis on sait ce qu'il a fait par la suite et on sait quand il est mort et tout ça. Mais il y a ces 6 mois-là qui sont un mystère et voilà. Moi j'ai envie de chercher maintenant. Bon, mais voilà. C'était Rimbaud à Java. Alors le livre suivant est le roman d'un auteur japonais que m'a fait découvrir Anne-Sylvie,
ça fait le plaisir d'une lecture à l'instant. Et je l'ai lu assez rapidement et je l'ai beaucoup aimé. Et donc c'est vrai que depuis un moment je suis très friand de littérature japonaise, de cinéma japonais. Je trouve que c'est une culture assez fascinante. Et ce roman m'a beaucoup plu. Il s'agit alors c'est le premier roman que je lis de cet auteur qui s'appelle Yasutaka Tsutsui, un roman qui s'appelle Hell et qui est paru chez Wombat, traduit du japonais par Jean-Christian Bouvier. Alors, difficile de le raconter dans la mesure où c'est un roman qui va à toute allure, ça part de quoi? Ça part d'un groupe d'amis, d'un groupe de camarades d'école, Nobotoru, Izumi, Takeshi et quelques autres qui jouent dans une cour d'école et il y en a un qui en pousse un autre. Ce garçon-là va se blesser gravement au point d'en être handicapé à vie et de marcher avec des béquilles. On les quitte très rapidement pour les retrouver 30 ou 40 ans plus tard, les uns après les autres, et on va s'apercevoir que la plupart se sont retrouvés ou ont eu affaire les uns aux autres à des moments différents de leur vie, soit directement, soit indirectement. On les retrouve surtout, et donc on retrouve les mêmes personnages, on a ce retour des personnages, mais en même temps on ne reste jamais très longtemps avec eux. Mais comme ils entretiennent tous plus ou moins des relations les uns avec les autres, se noue peu à peu une sorte de grand maillage comme ça, narratif, qui devient au fil du temps de plus en plus intéressant, même si c'est aussi perturbant. Ce qui ajoute à la perturbation du mode de narration, c'est que en fait, lorsqu'on retrouve ces personnages-là, en fait, parfois, on les retrouve en enfer, après leur mort, et non pas de leur vivant. Et ces personnages-là vont se retrouver, pour beaucoup, après leur mort, et vont revivre un certain nombre de souvenirs, soit qui les concernent eux-mêmes, ou qui concernent les relations qu'ils ont entretenues avec leurs anciens amis, ou qui sont devenus parfois des relations de travail, des collègues de travail, des amants, des maîtresses, et alors ce qui est fascinant, c'est d'abord le mode de narration qui va à toute allure et qui fait qu'on quitte les personnages, on les retrouve en une ligne, on les retrouve 20 ans, 30 ans plus tard, puis on revient dans le passé, un passé revu à travers le tamis d'une mémoire qui émane de personnages qui sont décédés. Ce qui est fascinant aussi, c'est que chez cet auteur-là, il y a ce qui est très amusant, c'est d'assister à des scènes au cours desquelles finalement on passe de la vie à la mort sans même s'en apercevoir, comme les personnages eux-mêmes. C'est vraiment ce que cherche à recréer l'auteur, puisque les personnages ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont morts, puisque la mort est totalement indolore, et il suffit d'une ligne pour basculer. Il y a deux extraits notamment qui sont assez marquants. L'un, c'est celui d'un crash aérien où on bascule dans la mort, mais tout en ayant l'impression d'y être encore, et les personnages s'en étonnent. Et puis un autre d'une cage d'ascenseur qui dégringole, et en fait on s'aperçoit qu'ils ont basculé en enfer, mais on le découvre après 10 lignes supplémentaires de récit. Donc c'est assez perturbant, et en même temps très intéressant, parce qu'on est dans un rapport au réel qui est un rapport extrêmement large, extrêmement élargi, comme savent le faire les Japonais, qui est un rapport de télépathie exacerbée, où effectivement on a accès à l'esprit du voisin, on entre dans son esprit, on voit ce qu'il voit, on le verra dans l'extrait que j'ai choisi. Alors, par rapport en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est la nature de cet enfer-là. Puisque cet enfer-là n'a absolument rien à voir avec l'enfer qu'on nous dépeint, que nous a dépeint Dante, ou plus largement la religion judéo-chrétienne. On n'est pas du tout dans un enfer, effectivement, inferne brûlant, en proie aux flammes et aux cris et à la terreur, et au supplice même qu'on pourrait rencontrer dans les enfers païens de la mythologie. Absolument pas. On est dans une sorte d'enfer. Alors l'enfer est représenté d'abord comme une ville alternative,
alternative, comme une sorte de ville parallèle dans laquelle les êtres se retrouvent, assis à table, à partager un verre ou au restaurant. Parfois, ils ont eux-mêmes eu affaire les uns aux autres. Certains sont, par exemple, on a un employé, un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise, et puis son employé qu'il a licencié. Ils se retrouvent une fois morts, et finalement... leur antipathie et leur aigreur est passée, et on est dans un enfer qui est un enfer totalement dépassionné, où les êtres peuvent discuter, peuvent échanger d'une façon extrêmement calme, dans une sorte d'état d'ataraxie totale, et c'est ça qui est très étrange et assez beau, je trouve, dans ce roman. C'est cette vision de l'enfer, une sorte de vision voilà, de purgatoire dépassionné et assez paisible, dont on ne sait pas d'ailleurs si il est le lieu définitif de l'existence et des esprits, ou s'il n'est qu'un lieu de passage vers autre chose. L'extrait que j'ai choisi, c'est l'histoire d'un... il est question d'un... Donc on est en enfer, on se retrouve dans un bar qui se situe en enfer, deux personnages se retrouvent après leur mort. Il se trouve qu'ils se sont connus, puisque ce sont les deux anciens camarades d'école qui, en fait, ultérieurement, se sont retrouvés dans la mesure où l'un a été l'amant de la femme de l'autre. Autrement dit, Takeshi a eu pour maîtresse la femme d'Izumi. Et donc les voilà attablés et se retrouvant en enfer. Il faut savoir que Takeshi est en principe dans le monde, enfin dans la vie, était handicapé, donc boitait et avait une béquille. Or là, quand on se retrouve en enfer, on se retrouve sous une forme éternelle et totalement pure, et en tout cas tous les problèmes qu'on a connus, toutes les vicissitudes qu'on a connues disparaissent. Le jour où Yoshitomo Izumi pénétra dans le bar, il fut étonné de voir son ancien supérieur, Takeshi Ushida, attablé seul à une table au milieu de la salle. Alors que les silhouettes des autres personnes restaient floues, la figure de Takeshi était particulièrement nette et attira aussitôt son regard. Sa présence l'intriguait. Que faisait donc ici son ancien patron, qui s'était toujours bien comporté avec lui et l'avait même soutenu dans sa carrière? Pourquoi se retrouvait-il en enfer? Izumi s'approcha. « Bonjour, patron. C'est moi. Izumi !» Takeshi était capable d'éclater de rire avec un parfait naturel, même quand la situation n'était pas drôle. À l'occasion de ces retrouvailles, il rit avec cette même bonhomie qui mettait tellement à l'aise ses clients. Il faut dire que la situation ne manquait pas de sel, car Izumi s'était adressé à lui d'une voix mêlée de respect et d'affection, comme à l'époque où il entrait dans le bureau de son supérieur. « Alors toi, c'était un accident d'avion ? Assieds-toi donc. » En enfer, il suffisait de fixer les gens du regard pour capter des moments de leur vie. Ce n'était pas un phylactère qui apparaissait au-dessus de leur tête, comme dans un manga, ni de la télépathie. La vérité surgissait d'elle-même, comme une vision en arrière-plan de son propre esprit. Aussi, lorsqu'Izumi s'assit, il eut la surprise de découvrir que Takeshi avait eu une liaison avec sa femme. Il vit se dérouler tout ce qui s'était passé à travers les yeux de Takeshi, ceux de son épouse Sachiko, mais aussi les siens. Takeshi comprit aussitôt, à l'expression du visage d'Izumi, que ce dernier savait tout. Mais il ne chercha pas à se défendre. Il se contenta de hocher la tête. « Bon, tu es au courant maintenant. » Patron... En voyant son ancien supérieur sans béquille, Izumi comprit qu'il regardait la forme éternelle de Takeshi. Son propre corps, horriblement déchiqueté et carbonisé dans le crash aérien, était de nouveau intact. Aussi, Izumi comprit-il douloureusement où il se trouvait. Était-ce la raison pour laquelle il n'éprouvait ni colère, ni haine envers Takeshi, pas même une pointe de jalousie? À bien y réfléchir, Izumi n'avait pas vraiment aimé Sachiko. Il n'avait lui-même pas cessé de la tromper au fil des années. Plus encore, il réalisa que la promotion fulgurante dont il avait bénéficié, en étant nommé directeur général à l'âge de 40 ans, était largement due au soutien de Takeshi. Sachiko avait cédé aux avances de son patron, mais à condition que son mari soit promu. Dans sa vision, Izumi avait assisté à la rencontre de sa jolie épouse avec Takeshi, lors d'une réception organisée par l'entreprise. Il vit Sachiko, émue par ses béquilles et séduite par ses manières raffinées. Il vit leurs deux silhouettes marcher dans les jardins d'un hôtel un vendredi au crépuscule. Et il vit Sachiko et Takeshi en train de faire l'amour. Il absorba tous les détails de leur étreinte, jusqu'à l'odeur qui flottait dans la chambre à coucher. C'était l'odeur tiède et moite née du frottement de deux épidermes nus.
une odeur qu'aucun film ni aucun roman érotique n'est capable de reproduire. Et elle lui parut d'autant plus forte qu'il n'y prenait pas part. Tout en appréciant la beauté de Sachiko d'une manière détachée, il avait perdu toute attirance physique pour elle. C'était sans doute un phénomène banal entre un mari et son épouse, au bout de quelques années. Aussi ne voyait-il rien de mal à être obsédé par une autre femme. L'autre femme était une jeune actrice vedette, Yumiko Hanawa. Tous les mercredis soirs, Izumi s'était rendue au Noctambule, un club qu'elle fréquentait après avoir présenté son émission de variété hebdomadaire à la télévision. Parfois, dansant avec un de ses invités du soir, elle frôlait comme une brise légère la table d'Izumi en bordure de la piste. D'autres fois, toute la bande s'installait à une table proche de la sienne. Il pouvait alors s'enivrer d'effluves de son parfum, voire croiser un de ses séduisants regards. Izumi se satisfaisait d'avoir la chance de l'approcher ainsi une fois par semaine. Takeshi trouva étrange qu'Izumi ne change pas d'attitude envers lui, alors qu'il avait tout appris de sa liaison. Peut-être était-ce une des caractéristiques de l'enfer. La colère semblait n'y avoir aucun sens. Pourquoi être jaloux? Certes, de son vivant, Takeshi était déjà d'un caractère peu émotif. Mais était-ce le cas d'Izumi? Takeshi éprouva une étrange empathie envers son placide collaborateur. Puis, brusquement, Takeshi se retrouva dans la peau d'Izumi. Un après-midi, il était rentré tôt du travail et avait eu la surprise de découvrir des chaussures d'homme dans l'entrée. Montant à pas de loup l'escalier qui menait à l'étage, il entendit les gémissements de sa femme. La porte entr'ouverte de la chambre à coucher laissait échapper une odeur chaude et musquée, accompagnée des grincements de la literie. Épiant à l'intérieur de la chambre, il vit remuer ses propres fesses entre les jambes écartées de Sachiko. Cette scène s'était-elle vraiment produite? Izumi les avait-il vues et en aurait-il effacé toute trace de sa mémoire? Ou bien était-ce une expérience vécue par Takeshi, mais vue à travers les yeux d'Izumi? Décidément, il n'y avait qu'en enfer qu'on pouvait vivre une expérience érotique pareille. On reste au Japon. Avec Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature, une affaire personnelle. Alors avec lui, c'est toujours un peu une affaire personnelle. L'auteur et l'homme toujours un peu confondus, sont toujours un peu confondus. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, enfin il y a cet enfant, c'est l'enfant anormal. C'est-à-dire qu'il y a deux parts quand même dans son œuvre. Il y a effectivement la dernière partie de son œuvre est vraiment centrée sur, est très autobiographique, centrée autour effectivement de cet enfant handicapé, enfin autiste, ouais, c'est ça? Ouais. Et puis il y a d'autres textes que moi j'ai lus qui ont l'air d'être quand même nettement moins autobiographiques. Hein, les nouvelles. Des nouvelles, et puis il y a aussi un très beau, enfin je n'ai pas été conquis, mais qui est intéressant, qui est, je crois, Souvenir d'Hiroshima, sur effectivement la catastrophe nucléaire. Et puis il y en a un autre, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui sont des nouvelles, effectivement, qui sont... alors il y a Gibier d'élevage aussi. Ouais, ça j'ai lu. Voilà, ouais. Mais ça, je pense que voilà, c'est assez éloigné d'une problématique autobiographique. Et puis... tu sais, les nouvelles... Le Faste des morts, que j'ai adoré, qui est très perturbé, mais très très beau. Voilà. Et effectivement, c'est toute cette dernière partie où je crois qu'il en a écrit beaucoup sur son fils. Oui. Hein, tu confirmes? Ouais. Donc c'est ce roman est très perturbant, donc parce que c'est l'histoire d'un homme assez jeune qui c'est le problème au Japon souvent. On a l'impression que les gens ne vivent pas leur vie, ils la subissent. On leur fait subir les événements. En l'occurrence, ce jeune homme à 27 ans n'a qu'une envie, c'est de partir. Il veut partir, il rêve de l'Afrique, mais il est marié depuis quelques années maintenant, mal marié visiblement, puisqu'il a sombré dans l'alcoolisme. Il a été obligé de s'en sortir. Il a demandé c'est une sorte de prof, un pion. On ne sait pas trop. Ouais, prof, je crois qu'il est prof. Que son beau-père un poste que son beau-père lui a trouvé, et en lui interdisant de boire, je te trouve un boulot. Et donc le roman commence au moment où sa femme est à l'hôpital en train d'accoucher de leur enfant. Et là, il assume,
il n'a pas du tout envie d'aller la voir, d'être auprès d'elle et d'aller attendre cet enfant à naître. Alors il se passe des choses comme un désir de fuir dans le passé par exemple, ou de saisir la moindre opportunité. Il se fait aborder, il regarde les vitrines, il erre un peu dans la ville, il regarde les vitrines, et puis il se fait aborder par un transsexuel, et il a presque envie de le suivre. Enfin, tout est remis en question, du coup il perd tous ses repères, la peur d'être père bien sûr, mais bon, il finit par aller à l'hôpital et savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment va l'enfant, comment va la mère. Et l'horreur, c'est son enfant est particulièrement monstrueux, handicapé, une hernie du cerveau. Alors ça se traduit par une protubérance. Alors je n'ai jamais vu ça. Moi j'ai vu ça. Je me demandais s'il avait inventé. Non, ça arrive. Ça arrive. Je savais que. J'ai vu un bébé comme ça qui est l'enfant d'Ami. D'Ami. Non, oui, alors c'est très très impressionnant et ça fait très très peur. Et en fait, ça se résorbe. C'est une sorte d'hématome énorme qui est la conséquence d'un accouchement en particulier, enfin qui peut mal se passer. Et voilà, puis ça met un certain temps avant de se résorber, mais c'est presque comme un double cerveau qui pointe au-dessus de la tête. Bref, lui, enfin bref, non, pas. Merci Romain de tes lumières. Mais du coup, c'est la fuite totale. Bon, et c'est le style japonais. Hein. Toute la famille ne dit pas la mère d'abord. Hein, on lui cache, on est d'accord pour le cacher. Lui donc s'en va et il va réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui prendra une décision et il réfléchit à la décision qu'il va prendre par rapport à cet enfant et il trouve rien de mieux que d'aller voir une de ses anciennes maîtresses lorsqu'il était étudiant. Et il va passer quelques jours avec elle, il va se saouler, il va mettre au point un projet pour l'enfant. Et c'est pas très drôle, c'est très angoissant même par moments. Il est très pris par... il doit abandonner de toute façon son rêve d'Afrique. Alors il y avait son rêve d'aller en Afrique. S'il veut garder l'enfant, il faut qu'il investisse une certaine somme dans la chirurgie de l'enfant pour enlever justement cet hématome dont tu parlais. Et ce sont toutes ces économies qu'il avait mis de côté depuis des années pour partir en Afrique. Donc il met ça en balance, c'est affreux, quoi. C'est ignoble. Pourtant, au départ, j'ai trouvé ça très joli. Quand il a appris que son enfant était malade, quand il a vu l'enfant, il a une image qui est très jolie et qui était assez optimiste pour la suite. Enfin, je sais pas comment... Mon fils a la tête entourée de pansements comme Apollinaire. Lorsqu'il a été blessé sur le champ de bataille, pense à Bird. Il s'appelle Bird, le père. Mon fils a été blessé comme Apollinaire sur un champ de bataille, abandonné, que je n'ai jamais vu, et maintenant il crie silencieusement. Bird se mit à pleurer, la tête pensée comme Apollinaire. Cette image avait simplifié ses sentiments, leur avait donné un sens. Il se sentait devenir bêtement sentimental, mais en même temps il avait l'impression d'être justifié, et il découvrait même une certaine douceur à ses larmes. Mon fils a été blessé comme Apollinaire, sur un champ de bataille inconnu. Et il en est revenu avec des pansements autour de la tête. Il faudra que je l'enterre comme un soldat mort à la guerre. Bird continue à pleurer. Je trouve ça magnifique. Ah bah oui, je trouve, voilà, super touché parce que c'est en plus qu'il ait pensé à Apollinaire. On voit les... moi j'ai en tête un dessin de Picasso magnifique qui était son meilleur ami et qu'il a dessiné avec les bandages en 1916 quand il est revenu du front. Il l'avait appelé à son chevet. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau. En fait, il est très empreint de culture occidentale et ça aussi c'est assez touchant. Et donc je vous raconterai, je veux pas vous dire comment ça se dénoue, mais il y a
des passages très forts de remise en question. Enfin, on se sent vraiment tellement égoïste. Moi, j'avais envie qu'il le tue. Qui s'en débarrassent et qui partent en Afrique, parce que moi je suis comme ça, vraiment quoi. Je crois, j'ai fait un point, moi j'avais pas envie d'enfant, j'ai pas fait d'enfant, ça me semblait terrible de devoir abandonner l'idée d'un voyage. Oui, je suis monstrueuse. Mais on sait pas et... Tes propos déclenchent les alarmes, tu vois. Et mais bon, donc non, je noircis le trait. Hein. C'est de la caricature, mais bon. Je vais vous lire un autre passage, juste, enfin, mais c'est vraiment un beau livre. C'est cette réflexion, cette fuite. Donc, il ne fuit pas en Afrique, même si à un moment il songe, comme je viens de vous dire, entre les lignes. Il se saoule avec son ancienne maîtresse et il fait le point sur des tas de choses, notamment sur sa sexualité, et sur sa femme. Oui, il est prof, donc il s'est saoulé avec sa maîtresse. Et il y a une scène assez formidable. Et il va quand même en cours et il est malade, il se sent mal et tout, et puis il vomit en pleine classe, quoi. Et ça, j'ai pensé à toi, prof. Alors, elle est bonne, ça va. Non, parce que je pense... Non, je dis, être un prof, à un moment comme ça, de prof, vomir au milieu de la salle, c'est affreux. Je me suis dit, il faut que j'en parle à Romain. C'est un cauchemar, non? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Bah, tant mieux, ce sera un cauchemar sans doute. Bon voilà, donc, et puis... Il a oublié. Oui, ben voilà, donc je vais arrêter là, je ne vous en dis pas plus. J'ai soif. Ouais. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vais simplement dire quelques mots juste pour conclure. D'abord pour attirer votre attention sur un livre qui est là, qui est donc Acétate Spirit, qui est un livre de photos de Bruno Aveillant avec des textes de Zoé, qui est donc un beau livre publié par une maison d'édition qui s'appelle Noir, dont Zoé est la directrice de collection, si je ne me trompe pas. Non, moi je suis directrice éditoriale. Directrice éditoriale, pardon. Et je voulais simplement, je ne vais pas être longue, dire quelques mots sur les romans de Romain. Donc je voulais parler du 4e Fission, qui est un roman très déstabilisant. Je voulais dire d'abord qu'avec les précédents romans, on avait déjà constaté le talent et l'invention de Romain pour construire des situations, à partir de situations qui sont au départ quotidiennes, assez banales, des récits qui sont vraiment puissants, oniriques et qui basculent à un moment dans le fantastique. Donc il y avait déjà ça dans le premier, justement, c'est une histoire de professeur, zone sensible. Je fais bien. Donc, zone sensible, le personnage central de ce roman, c'est un professeur de collège qui est heurté, qui est vraiment en souffrance à cause du désintérêt pour la culture, du désenchantement de ses élèves, tout ça, ça le heurte. Et il rêve de mer, il a des images marines. Et il a très très mal au dos, son stress, il a un mal de dos de plus en plus éprouvant. Et donc à un moment, il va se faire opérer du dos. Et ensuite, il part en convalescence dans un établissement assez étrange de thalassothérapie. Et là, alors, ça bascule. Il y a une mutation de son organisme qui s'opère progressivement, une espèce de régression vers le milieu marin. Et on ne sait pas du tout si c'est la folie, la réalité, le fantasme, le rêve. Voilà, c'est magnifique. Je vais vite. Ensuite, il y a Grand Ours. Je les aime tous, hein, voilà, ils sont géniaux. Grand Ours, où Romain met en parallèle le destin et le parcours de deux hommes qui sont séparés par 35 000 ans. Il y en a un qui est Mâchefer, qui est gardien de la... Oui, tu as raison, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que tu as pris les choses effectivement oui, par je commence par le contemporain, oui, voilà, raison, alors que oui, c'est pas fait comme ça. Mâchefer, donc il est gardien de la galerie d'anatomie comparée du Jardin des Plantes et il souffre d'une anorexie chronique. Et notamment, il est totalement fasciné par le blanc de son frigo vide.
Et donc voilà, cette anorexie va en s'amplifiant. Et il y a Arcas, donc qui est un homme du Paléolithique, qui est un des premiers artistes. Il était dans la grotte, les autres étaient partis se chasser, ils sont pas revenus, il se retrouve seul, et donc il est obligé de sortir de la grotte dans un froid polaire, et il va se retrouver, pour trouver de quoi se nourrir, et il va se retrouver face à face avec une ours gigantesque. C'est un roman très impressionnant par la puissance imaginative qui est déployée, qui présente en fait le destin de ces deux hommes comme les deux extrémités d'une même histoire de la fin, quoi. Voilà. Ça a failli d'ailleurs s'appeler comme ça, une histoire de la fin. C'est vrai. Oui. Quelques mots sur Forêt Noire. Souvent dans les romans de Romain, la nature est comme une matrice inquiétante, et donc c'est aussi le cas dans Forêt Noire. C'est l'histoire d'un jeune chercheur français qui est envoyé au Japon en mission dans un village qui est près de la forêt de Aokigahara. Donc, oui, c'est ça. Pardon. Aokigahara, oui, parce que Jukai, c'est la forêt. Jukai. Oui, c'est ça. Au pied du mont Fuji. Enfin, la mer, Donc c'est une forêt qui est célèbre pour les phénomènes mystérieux, les légendes qu'il y a autour, et notamment le fait qu'il s'y est produit de très nombreux suicides. Et donc cette forêt vraiment inquiétante va renvoyer le narrateur à ses souvenirs, à la forêt de ses souvenirs enfouis à son inconscient. Et c'est vraiment un récit très beau par tout ce qu'il a de poétique, d'archaïque, de sombre et de très organique justement avec cette description de la forêt. Et donc le dernier, Fission. Fission, donc c'est un récit, ça commence vraiment comme une déflagration très brutale. On est dans un... Quand le récit commence, il y a un désastre qui a eu lieu. Le narrateur, il essaie d'écrire quelques heures par jour pour essayer de comprendre, ou au moins de fixer les traces de ce qui s'est passé et qui fait que sa vie a été détruite. Donc cet homme avant, on revient sur sa vie, il était littéralement dans une situation de merde, puisqu'il brassait de la merde dans une déchetterie. Et là, il avait rencontré un soir sur un site de chatroulette une jeune femme qui s'appelle Noéline. Et donc ils ont décidé de se marier. Et donc le roman raconte l'histoire de ce mariage absolument mortifère qui se déroule dans une campagne de cauchemar, la rencontre avec une belle-mère qui est totalement sadique, et ça fait qu'annoncer le reste de la noce. Et là, quand on avance, on bascule. Le lecteur a vraiment l'impression de basculer dans la folie en même temps que l'angoisse de tous les personnages du livre, pour arriver finalement dans un récit où on lâche la rampe du réel, le sol se dérobe. Ces romans, ils sont très beaux, parce que ces 4 romans, parce qu'il y a vraiment une imagination visionnaire, une écriture qui est somptueuse et des images très belles, très sombres, très poétiques. Ça laisse une trace très durable. Merci Marianne. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.